Salut les triathlètes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X Open Tri. Aujourd'hui, Hermano reçoit Jérémy Guérin, le mécanicien de l'équipe de France de paratriathlon. Jérémy nous emmène dans les coulisses de son métier. Son rôle, c'est de préparer les vélos, gérer les fauteuils roulants et s'assurer que les paratriathlètes ont le meilleur matériel pour performer. Mais sa mission ne s'arrête pas là, il les accompagne aussi pendant les compétitions, dans les transitions et même sur certains entraînements. Dans cet épisode, il nous partage son parcours de triathlète, devenu mécanicien, ses expériences aux côtés de l'élite française et des anecdotes parfois stressantes, parfois marrantes, mais en tout cas toujours marquantes. C'est un épisode plein d'histoires inspirantes, de découvertes sur ce métier de l'ombre qui est pourtant essentiel au succès des paratriathlètes. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que nous à écouter Jérémy. Et juste avant de démarrer, je vous partage les ressources de la semaine avec notre dernier guide « Comment bien préparer sa saison 2025 de triathlon » qui est à la fois disponible en format écrit sur le blog d'opentri.fr, le lien est dans la description de l'épisode, mais aussi et surtout en format YouTube où on a passé près d'une heure à décrypter quelles étaient les 5 étapes clés pour préparer sa saison 2025 avec Maxime, notre coach principal chez Opentri. Alors si vous vous demandez pourquoi vous avez intérêt à démarrer l'entraînement dès maintenant pour préparer 2025, ce que vous allez devoir faire cet hiver et quels sont les cycles de travail à placer pour arriver dans la forme de votre vie sur votre prochain objectif l'année prochaine, je pense que ce live est fait pour vous. Je vous mets le lien dans la description. Et si après ce live vous êtes convaincu que c'est maintenant que se joue la réussite de votre année 2025, rappelez-vous que vous avez toujours 5 semaines d'entraînement offertes sur Opentri avec le code promo Devenir Tri. Tout ça est dans la description, ça vous permettra peut-être, je l'espère, de démarrer l'année 2025 du bon pied. Et je ne peux pas terminer cette introduction sans vous rappeler que si cet épisode ou l'un des épisodes précédents vous a plu, vous a appris quelque chose, alors je vous invite à nous laisser une note sur votre application de podcast préférée, 5 étoiles de préférence. C'est ce qui est le plus utile pour se faire découvrir et surtout, ça va nous permettre d'avancer un peu dans notre défi qui est de récolter 400 notes avant la fin de l'année. Aujourd'hui, on est à 271. Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez 30 secondes de votre temps. Ça nous permet à la fois de nous faire découvrir, d'être toujours plus nombreux, mais aussi de savoir que ce podcast vous plaît. Merci à tous et bonne écoute. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode, comme d'habitude, du podcast Devenir triathlète X Open Tri. Aujourd'hui, je suis tout seul, Charlie n'est pas là, mais je vais pouvoir échanger avec mon invité du jour qui porte un très joli maillot de l'équipe de France. Il s'est levé tout à l'heure pour des questions techniques pour aller chercher ses écouteurs et j'ai vu que c'était marqué derrière France, les belles couleurs bien visibles mais en même temps assez discrètes. Je suis très heureux de tendre le micro au mécanicien officiel de l'équipe de France de paratriathlon, Jérémy Guérin. Salut Jérémy. Bonjour à tous. T'es tendu là par rapport à avant que je fasse le clap. Détends-toi Jérémy. C'est ma première fois en podcast, donc c'est vrai que je suis pas habitué à cet exercice. Bon, t'inquiète, tout va bien se passer. Tu vas voir, c'est comme si on était à la terrasse d'un café. Tu choisis la boisson que tu veux, avec ou sans alcool, chaude, froide, c'est ton truc. Et puis voilà, on discute comme on a commencé à discuter tout à l'heure. Écoute, déjà, je te remercie de prendre du temps pour enregistrer avec nous, parce qu'on avait prévu d'enregistrer la semaine dernière. On a dû décaler pour des raisons personnelles. Je te cache pas que ça m'a bien arrangé, mais aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec toi dans ta chambre d'hôtel en Espagne, sur le lieu des championnats du monde de paratriathlon. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas, Jérémy ? Eh ben, je fais là-bas ce que je fais depuis 2019 avec l'équipe de France. Donc, je suis là pour sécuriser en fait l'aspect mécanique du triathlon. Donc, vérifier que tous les vélos des athlètes présents soient en parfait état de marche pour qu'ils puissent faire la meilleure course possible et décrocher plein de médailles. Ah, mais ça, évidemment, de toute façon, on va pas se mentir, soyons un peu chauvins. L'équipe de France, que ce soit en paratriathlon ou en triathlon, on est quand même pas mauvais du tout, non ? Ouais, là, ces dernières années, ça marche plutôt bien pour nous. Après, voilà, il faut pas rester sur les acquis. Faut regarder un petit peu ce que les générations à venir. Là, on a la course U23 qui est sur le point de débuter là dans quelques minutes. Demain, on aura les juniors. Faut voir aussi la relève parce que il y a pas mal d'athlètes, notamment chez les élites, qui vont prendre leur retraite l'année prochaine. Donc, il va y avoir des places à prendre
et voir un petit peu la tendance de la nouvelle génération. Enfin, en tout cas chez on va dire entre guillemets les valides. Pour les paras, ben écoute, oui, c'est vrai que nous on est en pleine croissance depuis la création du paratriathlon qui est devenu sport olympique en 2016 à Rio. Cette équipe qui ne cesse d'augmenter en nombre et en niveau de perf. Là, c'est comme on a pu le voir cet été avec 4 médailles, 2 en or, une en argent et une en bronze. Ouais, écoute, ça va être bien sympa. Tu me disais en plus qu'aujourd'hui, il y a pour la première fois une médaille qui va être délivrée au relais mixte de paratriathlon. C'est ça, oui. Sur ce championnat du monde, pour la première fois, on a un titre qui est décerné sur le relais mixte en paratri. Donc c'est un peu différent du relais mixte qu'on a l'habitude de voir avec les élites. Avec les élites valides, tu veux dire? Avec les élites valides, bien sûr, on constitue des équipes et il y a un certain nombre de points à ne pas dépasser sur l'équipe. C'est-à-dire que chaque catégorie d'handicap score un certain nombre de points et il y a une limite de points à pas atteindre sur l'équipe. Donc le but du jeu, c'est de constituer la meilleure équipe possible. En restant sous ce barème, en restant bien aussi sur deux filles, 2 garçons. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que c'est de la mixité en termes de handicap ou est-ce que c'est aussi de la mixité en termes de genre? Donc tu as répondu, c'est à la fois du handicap et à la fois du genre. Alors il faut obligatoirement qu'on commence par un wheelchair, donc un fauteuil, et qu'on finisse le relais par un tandem. Et on peut commencer donc par un homme et on finira donc par une femme ou l'inverse. Et en fait c'est les 2 relais du milieu où en fait on a des PTS, donc des standings. Et là, c'est à choisir entre un PTS 2, 3, 4 ou 5. C'est vrai qu'il faudrait qu'on refasse un épisode là-dessus. J'avais eu la chance d'avoir Antoine Bell, j'avais eu la chance d'avoir d'autres paras qui sont pas forcément en équipe de France, mais dans d'autres équipes et qui sont des Olympiens aussi. On était rapidement revenu là-dessus. Avec Kylian Tanguy aussi, on avait fait un épisode spécial justement sur le paratriathlon et sur les différentes classes de handicap, mais ça date déjà, faudra qu'on en reparle. Tiens, peut-être que je te réinviterai pour le coup. Surtout que toi, t'es plus, on l'a dit, sur la partie mécanique de tout ça, et en paratriathlon souvent le mécanique joue pas mal. Je me rends compte que je t'ai tendu directement le micro, mais je t'ai même pas laissé te présenter. Donc dis-nous tout. Qui est Jérémy Guérin, au-delà d'être le mécanicien de l'équipe de France de paratri? Alors moi j'ai 36 ans, je fais du triathlon depuis 1999. Je suis passé par toutes les catégories d'âge, donc minime cadet junior, participation aux différents championnats de France. Donc à l'époque il y avait qu'un seul championnat de France, c'était le championnat de France de triathlon. Aujourd'hui les jeunes peuvent s'exprimer sur 4 championnats de France, de duathlon, triathlon, aquathlon et championnat de France des ligues. Nous à l'époque il y en avait qu'un seul. J'ai fait un peu de D3, un peu de D2, j'ai touché un peu après quand j'ai eu une vingtaine d'années, je suis passé sur 73, j'ai eu quelques expériences, j'ai fait les championnats d'Europe. Après je suis parti sur du full distance, plutôt axé sur des parties vélo en montagne, comme c'est un peu mon terrain de prédilection, même si mon gabarit ne le fait pas penser. Je te rassure, en audio, on voit pas ton gabarit. Ouais. Et puis sur ton compte Insta non plus d'ailleurs. En tout cas, on y reviendra, mais sur ta photo, tu dis que tu fais du tri depuis 99. J'aimerais revenir sur cette photo qui illustre ton compte Insta. Ouais, c'est un petit clin d'œil justement. Je pense que on en rigolait l'autre jour avec un collègue que j'étais un peu un dinosaure. Je commençais à être un peu un dinosaure dans le milieu du triathlon parce que c'est vrai que aujourd'hui tout se passe avec des applications sur internet et tout. C'est vrai que moi je suis encore à vieille école, carnet, stylo. Enfin je construis des plans d'entraînement comme ça parce que également je suis coach. Donc je suis l'entraîneur du club de ma ville, Draguignan. J'entraîne des enfants de 6 à 99 ans et également je fais un peu de coaching privé avec une structure Tri 360. Ok, bon je t'ai coupé dans ta présentation, mais donc voilà, t'as bourlingué un petit peu dans le triathlon en tant que pratiquant. Comment on arrive à devenir mécano
de l'équipe de France de paratriathlon? Alors, c'est vraiment un parcours qui est un peu assez singulier puisque donc j'ai passé mon DEGEPS en 2016 au CREPS d'Aix-en-Provence. J'ai travaillé avec le club de triathlon, Draguignan en triathlon jusqu'en 2018 et en 2018 je suis parti, j'ai quitté le club pour des soucis de finances. C'est vrai que j'étais salarié du club, mais j'arrivais pas vraiment à me sortir un salaire assez décent pour pouvoir en vivre. Et au même moment, en fait, il y a le magasin de vélo de la ville d'à côté, Fréjus, qui cherchait un mécano sur la période du Road d'Azur. Donc j'ai toqué à la porte et Patrick Béraud m'a accueilli. Je lui ai dit ben voilà que s'il cherchait un mécanicien, je touchais un peu de la mécanique, mais vraiment sur de la partie essentiellement route. Mais en fait j'ai très vite appris et en fait l'hiver d'après Nicolas Becker passe au magasin parce que Fréjus, Boulouris, il y avait pas mal en fait d'athlètes du pôle qui venaient faire entretenir les vélos au magasin dans lequel je travaillais. Et quand il m'a vu, il m'a dit mais attends, t'es entraîneur, donc t'es DE et également t'es mécanicien. Et lui en fait il revenait des Jeux de Rio. Et après le débriefing des Jeux de Rio, ils avaient identifié il leur fallait un mécanicien de vélo parce qu'on était au tout début des freins à disque, des transmissions électriques. Et c'est vrai qu'en fait, ils se sentaient un peu dépassés par cet aspect-là. Donc, afin de sécuriser les jeux qui allaient arriver à Tokyo, ils cherchaient un mécanicien justement pour vraiment cadenasser l'aspect mécanique sur le paratriathlon. Parce que tu veux dire que jusqu'à ce que tu arrives, il n'y avait pas de mécano. Donc les athlètes, soit ils se débrouillaient tout seuls, soit ils avaient leur propre mécano, mais il n'y avait pas de mécano pour l'équipe de France de paratriathlon. En fait, en équipe de France de paratriathlon, il y a jamais eu de mécanicien. Donc le paratriathlon s'est introduit en sport olympique en 2016 à Rio. À ma connaissance, ils étaient en staff, ils étaient 2 ou 3 avec donc Nicolas Becker, Cyril Mazur et plus certainement un kiné. Il y avait Fabien Lacotte en kiné. Et en fait, quand ils sont rentrés de là, ils ont identifié le fait qu'il fallait aussi élargir le staff en termes de compétences. Et donc me voilà. Introduit dans le staff en 2019, je participe donc au championnat du monde à Milan et de suite après on part faire le test event à Tokyo puisque un an avant les Jeux il y a la répétition générale des Jeux de l'épreuve donc billet d'avion, hop 12 heures d'avion et me voilà atterri à Tokyo avec cette petite équipe de France. Je crois qu'on avait vraiment fait le déplacement strict minimum. Il y avait Alexis Anquincan, il y avait Ahmed Andalousi, il y avait Arnaud Grandjean. Je crois que voilà, il y avait 3 athlètes. Il y avait tout autant de staff, quoi. C'était vraiment, on avait vraiment fait un petit déplacement. Et bon après, la période Covid a fait qu'il y a eu un report des Jeux d'un an. Et puis ensuite, voilà, la machine s'est mise en route. Et puis en fait, ce qui, je pense, a de suite fait matcher avec l'équipe, c'est le fait d'avoir cette double casquette. Je suis mécanicien, mais je suis également coach. J'ai une petite expérience dans le milieu du triathlon, ça m'est pas inconnu. Il y a des spécificités qui sont propres au paratriathlon en termes de catégorie, en termes d'entraînement, mais comme je dis, c'est à l'entraîneur de s'adapter à son public et du coup ça se fait assez facilement et du coup me voilà donc dans cette équipe qui m'ont de suite adopté. Je pense voilà c'est une relation aussi de confiance. Je pense au fil des années, ils me font de plus en plus confiance. Ils ont vu que ils pouvaient compter sur moi, que à 5 minutes du départ, s'il fallait bricoler un vélo en toute urgence, il n'y avait pas de souci. Et du coup voilà, ça se passe très bien.
Alors, dans le paratri, évidemment, il y a tout un panel de handicaps. Il y en a quelques-uns qui sont représentés dans le paratriathlon. Ça va des déficients visuels, je pense à Thibaut Rigaudot et Cyril Viennot, par exemple, jusque, tu l'as dit, ceux qui sont en fauteuil roulant. Est-ce que tu bricoles aussi les fauteuils roulants? Ça rentre aussi dans tes compétences? Ou tu te cantonnes que au vélo? Non, ça rentre aussi dans mes compétences. Là, justement, je prenais le petit déjeuner avec Élise Marc, qui a un fauteuil de vie pour l'aider dans sa vie quotidienne, et qui m'a dit qu'elle avait un pneu dégonflé ce matin. Donc je vais aller lui réparer sa roue tout à l'heure. Bien sûr, ça rentre dans mes compétences. Je suis arrivé dans cette équipe. On avait la chance d'avoir Joël Janot. Alors Joël Janot, peut-être les spécialistes ils savent pas très bien qui c'est, mais c'est un très très bon athlète qui a été médaillé à Rio en paracyclisme, et qui a gagné plusieurs fois, je crois, le marathon de Paris en fauteuil. Et en fait, lui, il était pareil. Il était dans le staff de l'équipe de France, afin de donner pas mal de conseils aux athlètes. Et moi, il m'a beaucoup aidé justement sur la partie handbike, sur la partie fauteuil d'athlète, pour comprendre un petit peu les différentes spécificités de ce matériel-là. Après, voilà, ça reste de la mécanique assez facile, assez rudimentaire pour un mécanicien. Mais c'est bien qu'au début, j'ai eu un spécialiste avec moi pour me montrer un petit peu toutes les ficelles de ce matériel qui était nouveau pour moi. Moi, tu dis ficelle, j'espère que c'est plus des chaînes ou des câbles que des ficelles quand même pour le matos. Oui, bien sûr, des chaînes 11 et 12 vitesses maintenant. Nickel. Petite question, alors t'es pas obligé de répondre, hein, je veux surtout pas te mettre dans l'embarras, mais on sait que dans le sport de haut niveau, parfois, et surtout quand on est athlète, il est difficile de vivre de sa passion, parce que les budgets sont pas toujours là. Est-ce que en tant que faisant partie du staff, en tant que mécano, tu vis bien quand même? Bien sûr, oui. Moi, modestement, on va dire, comme chacun, hein, mais le fait d'avoir plusieurs cordes à mon arc. Je suis mécanicien de l'équipe de France. Je suis également pas salarié, mais je suis coach de mon club de ma ville locale, Draguignan Triathlon. Je fais également du coaching privé, donc ça, mis bout à bout, je fais un petit peu de mécanique à côté aussi pour les copains des copains. Donc ça me permet voilà de me sortir un salaire décent, pour pouvoir voilà pas manger des coquillettes tous les jours à chaque repas, quoi. Ouais, surtout quand on est sportif, maintenant on en revient à les sucres lents, pas tout le temps. Justement, en tant que mécano de l'équipe de France, t'es à 100%, c'est un job, alors je te parle pas du salaire, mais c'est un job à 100% qui t'occupe tout le temps, notamment dans les déplacements, on en parlait tout à l'heure en off. Cet été c'était compliqué parce que t'étais pas beaucoup à la maison, il y avait les Jeux paralympiques, je pense qu'il y avait pas mal de pression, de tension, de déplacement, de préparation, de tout ça. Donc du coup, c'est un job à temps plein, ou c'est un job où tu prestes à l'heure ou au jour ou à la semaine au besoin, quoi? Alors non, mon job à temps plein, c'est mon statut de salarié de l'association Draguignan Triathlon. Mes missions au sein de la Fédé, c'est des vacations, au même titre que les kinés, que les médecins. Je suis payé un forfait journalier. Donc voilà, chaque jour de mission, j'ai une rémunération. Après, dans mes missions, ça va être de la mécanique, mais ça va être aussi, voilà, peut-être d'aller accompagner un groupe sur une séance de course à pied, un groupe à vélo, puisque on est 21 athlètes. Il y a pas mal d'handicaps différents, et du coup, il faut animer différemment chaque séance. Il n'y a pas les mêmes vitesses, on peut pas aller faire une sortie vélo tous ensemble, puisqu'il y a des vitesses de déplacement qui vont être très diverses et variées, au même titre qu'un footing, au même titre qu'une séance natation. En fait, la singularité des handicaps fait que ils ont besoin de monde pour les accompagner. Donc c'est vrai que dans mes missions, première, ça va être de vérifier que les vélos tournent bien, mais une fois que les vélos tournent bien,
moi, mon rôle, ça va être voilà d'être un peu coach adjoint, faire le relais avec les cadres fédéraux qui nous encadrent. Est-ce que tu échanges un petit peu ou est-ce que tu collabores avec le ou les mécanos de l'équipe de France valide? Alors, à savoir que bien sûr, on collabore, mais à savoir que les Oli ont un mécanicien cycle seulement depuis cette année. Avant, ils n'avaient pas de mécanicien. Donc, cet hiver, les Olympiques ont identifié le fait d'avoir la nécessité d'avoir un mécanicien cycle. Avant, c'est vrai qu'ils géraient tous leur propre matériel. Et d'ailleurs, je pense que tous les garçons, donc Léo Bergère, Vincent Luis, c'est des gens qui sont intéressés par la mécanique cycle et ils sont vraiment très très au fait de comment entretenir leur vélo et comment un peu le checker, voilà, faire un réglage de dérailleur, réglage des étriers de frein, enfin voilà des petits soucis en fait qui peuvent être amenés sur des déplacements. Vous imaginez bien quand vous mettez votre vélo en rousse, il prend l'avion, vous faites des milliers de kilomètres avec. À l'atterrissage, souvent il y a des petits réglages, des petits trucs fins à faire à l'arrivée. Donc c'est vrai que là ils avaient identifié ce besoin-là, sachant qu'en plus moi depuis que je suis mécanicien d'équipe para, à chaque fois qu'on avait des compétitions en commun para et Oli, souvent ils me sollicitaient pour vérifier leur vélo avant la course. J'ai souvenir de plusieurs courses, notamment à Abu Dhabi, Pontevedra l'année dernière. Souvent quand on a des compétitions en commun et que mes missions au sein du groupe para est terminée, souvent je suis sollicité avec les Olympiques pour vérifier un petit peu l'état des vélos. Mais maintenant, voilà, ils ont Quentin qui s'occupe d'eux, donc voilà, impeccable. Ouais, tu vois, ça me fait plaisir d'entendre que pour une fois, enfin pas pour une fois, mais en tout cas de le dire, que les paras ont été précurseurs. Et ça, c'est cool. Ça me fait plaisir, vraiment. Ouais, c'est vrai que pour une fois, les paras ont été précurseurs. Après, c'est aussi le Nicolas Becker qui a vraiment bien identifié ce besoin-là d'avoir un mécanicien cycle. Alors faut savoir qu'aussi sur chaque épreuve il y a une zone d'assistance neutre, c'est-à-dire qu'il y a souvent le magasin de vélo de la ville locale qui propose un stand de réparation voilà sur le site de course. Mais c'est comme quand vous allez déposer votre vélo chez votre vélociste, vous savez pas vraiment à quel moment vous allez le récupérer. Et ce poste-là, il a une certaine heure d'ouverture et passer cette et puis une certaine capacité, quoi. Enfin, j'imagine. Voilà, une certaine capacité. Pour peu que 4-5 athlètes aient pris le même avion et puis que ça a été un peu chahuté et puis que les vélos ils aient bougé, ça prend pas mal de slots déjà dans le. Chose qu'avec moi, s'il faut travailler toute la nuit pour démonter et remonter le vélo, c'est dans mes missions et le vélo il sera prêt le lendemain matin, même s'il faut que j'y passe toute la nuit. Bon, le cas ne s'est jamais présenté, mais tu vois ça permet voilà de sécuriser cet aspect-là. Et c'est vrai que voilà les paras voilà ils ont fait ce choix-là. En plus voilà, de par la singularité du matériel, avec les handbikes, avec les tandems, j'ai beaucoup de fois des vélocistes qui m'appellent parce qu'ils réparent les tandems du groupe sur des tensions de chaîne, des chaînes de liaison, comment c'est bricolé, comment faire c'est quand on n'a pas l'habitude de faire ce type de matériel, ça peut un peu effrayer, se dire waouh, mais dans quoi je m'embarque. Mais en fait, on est quand même sur du matériel c'est de la mécanique assez rudimentaire. C'est pas très compliqué, hein. Il faut pas être ingénieur hein, pour réparer un tandem. Ouais, puis en plus, j'imagine que tu as la chance de travailler avec du matos de pointe. C'est pas le petit vélo que tu as récupéré à la brocante du coin avec une chaîne complètement défoncée, complètement encrassée et avec toute la poussière qui s'est accumulée depuis des années. Donc ça facilite aussi, je pense, le boulot.
Bien sûr, bien sûr. Après, faut pas non plus penser que quand je suis arrivé, les vélos, enfin le triathlète en lui-même, il a tendance à plus souvent s'entraîner qu'à entretenir son vélo. Donc c'est vrai que quand je suis arrivé, je me suis confronté à des fois des vélos qui étaient dans un état vraiment très limite, avec des roulements qui étaient vraiment en bout de vie. C'est de la mécanique de pointe, mais qui est sursollicitée. Quand on a préparé Tokyo, on a fait énormément de sessions enfin ils ont fait, moi j'ai rien fait, hein. Ils ont fait beaucoup de sessions en thermoroom, tu sais, là, dans des espèces de saunas, en montant le pourcentage d'humidité et la chaleur ambiante. Et du coup, énormément de transpiration. Déjà, on sue énormément sur l'home trainer, donc je te laisse imaginer si tu fais du home trainer dans un sauna, la perte hydrique. Et le problème, c'est que toute cette transpiration, tout ce sel, ça part dans les roulements de direction, ça part dans le boîtier de pédalier, et le vélo, il aime vraiment pas ça, quoi. Donc c'est un point où en fait, des fois, je leur disais, mais enfin limite, enlève une séance. Prends ce temps d'aller chez ton vélociste, change ton boîtier de pédalier, tu vas gagner plus de watts que si tu fais ta séance PMA. Tu vois, des fois, il y a des gains marginaux vaut mieux faire sauter une séance et avoir un vélo qui est en parfait état. Tu vas gagner plus de watts que si tu veux faire la séance absolument et te pointer le jour de la course avec un vélo, avec des roulements qui sont complètement mort, avec une chaîne toute rouillée et tout. Voilà, ça m'a permis aussi, voilà, de leur faire un peu ouvrir les yeux à certains sur la nécessité d'avoir du matériel vraiment, voilà, de pointe, mais également bien entretenu. C'est vrai que je disais ça un petit peu sur le ton de la rigolade, mais c'est vrai que le matos de pointe nécessite aussi un entretien de pointe. Après, le problème de ces gains marginaux, tiens d'ailleurs c'est un terme qui est cher à mon ami Charles Thibault, je lui fais un petit coucou. Le problème c'est qu'on en a plein des gains marginaux, et au final quand tu les mets l'un à côté de l'autre, ça fait beaucoup de séances qui finissent par sauter, parce que la prep mentale, l'hypnose ou l'auto-hypnose, la méditation, la respiration, l'entretien du matos, ça fait partie du job d'un triathlète, d'un paratriathlète, mais ça fait beaucoup de gains marginaux qui risquent de faire sauter des séances. Ça fait beaucoup, mais tu vois, là, il y a 3-4 ans, j'avais été voir le 70.3 d'Aix-en-Provence. Ma femme faisait l'épreuve, et j'avais été me mettre dans le col de Sangle, le petit col juste avant d'arriver sur Aix. Et je m'étais vraiment étonné de voir en fait tous ces triathlètes qui dépensent plein d'argent, donc dans des inscriptions, dans des coachs privés, etc., dans des casques aéros. Et la plupart des vélos, ils craquaient, ils faisaient un bruit de fou dans le col parce que ils étaient pas entretenus. Et je me dis, mais les gars, enfin, prenez le temps de vous pointer avec du matériel bien entretenu. Vous aurez beaucoup plus de gains que de vous entraîner vraiment 20 heures par semaine comme un professionnel pour pouvoir gagner quelques secondes. Là, c'est du gain, mais c'est gratuit. Enfin, pas gratuit puisque vous allez payer la réparation de votre vélo, mais c'est des gains qui vont rien vous coûter, quoi. Le fait d'avoir un boîtier de pédalier qui craque pas, et puis même c'est insupportable d'avoir un vélo qui craque. Personnellement, je peux pas faire 200 mètres avec un vélo qui craque, quoi. Ouais, mais même en termes de budget, je veux dire, au lieu de mettre 10 000 balles dans un vélo, mets 9 000 balles et garde 1 000 balles d'économie pour le faire entretenir toute l'année, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est quand même le cordonnier le plus mal chaussé, hein. Moi, j'étais mécano-cycle au tout début de ma carrière, et je me rappelle, triathlon Gérardmer 2009, j'arrive dans la côte, c'est la côte assez sympa, et je pète mon dérailleur. Du coup, j'ai tout fait sur la plaque. À Gérardmer, voilà, le cordonnier le plus mal chaussé. Il fallait bien que je raconte quelques anecdotes à la con de ma part. Toi d'ailleurs, en tant que mécano, t'en as vu des petites anecdotes sympas, croustillantes, alors sans donner le nom des athlètes, hein, on n'est pas là pour faire de la délation. Non, j'ai pas eu. Non, il n'y a pas eu pas vraiment d'anecdotes sympas. Après, oui, si des fois on rigole un peu, voilà, parce que des fois il y en a qui veulent faire par eux-mêmes. Alors je suis là pour sécuriser l'aspect mécanique, mais des fois, ils veulent faire le bricolage de leur vélo par eux-mêmes,
Et après, je me rends compte, je me dis, mais qu'est-ce que t'as fait là? Enfin, non, mais il faut surtout pas faire ça. Enfin, là, la dernière fois, j'ai une athlète qui a voulu monter son disque avant elle-même. Elle m'a monté un disque, il y a deux systèmes, donc soit un disque see-through, soit un disque center lock. Et elle m'a monté un disque see-through sur un center lock en me mettant le center lock. Ça veut dire que le disque, en fait, il était pas du tout fixe. Et quand elle freinait, la roue avant, elle continuait mais elle s'en est même pas rendu compte. Elle a fait toute la roco comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que t'as fait là? Elle me dit, ouais, mais je voulais pas t'embêter, je l'ai fait moi-même et tout. Et j'ai dit, non, mais là, c'est hyper dangereux, quoi. Enfin, donc oui, voilà, il y a des petits moments comme ça où on en rigole parce que voilà, c'est rien, voilà, il y a aucun, il y a eu aucun dommage. Mais c'est vrai que bon, ça aurait pu un peu mal tourner, quoi. T'imagines, sans frein avant, c'est quand même dangereux. On est sur des parcours là ces dernières années aussi qui sont un peu moins techniques. J'ai souvenir d'un championnat du monde à Lausanne où il y avait vraiment une grosse montée, une grosse descente derrière. Là, c'était un parcours vraiment, c'était très technique, avec vraiment une nécessité d'être adroit sur son vélo. Et pour la petite anecdote, sur ce championnat du monde là, j'avais eu un gros souci. C'était le seul gros pépin que j'avais eu sur un vélo. Il y avait Yannick Bourseau avec un vélo Cipollini. Il était embêté avec son frein avant. C'était encore un système de frein frein à patin. Et un espèce de mécanisme propre à Cipollini. Enfin, c'était les Italiens, c'est n'importe quoi. Voilà, c'était un peu n'importe quoi. Et j'avais eu la chance, il y avait Cyril Viennot qui était avec nous. Il était là pour justement commencer un peu la collaboration avec Thibaut Rigaudot. Et comme il était à ce moment-là, il était sponsorisé par la même marque Cipollini avec ce même vélo. Je lui avais demandé si je pouvais récupérer la pièce qui était défaillante sur le vélo de Yannick pour lui changer la pièce. Et tout ça s'est fait à une demi-heure du départ. Donc gros moment de stress. Je pense c'était en 2018, c'était avant le Covid. Donc ce championnat du monde là, 2019 je pense. Et c'était vraiment le dernier gros coup de stress que j'ai eu avec l'équipe. C'est vrai qu'aujourd'hui aussi le fait d'avoir de l'expérience, je constitue aussi ma caisse mécanique, on va dire entre guillemets, avec toutes les spécificités des vélos de G. Ça me permet aussi de dire bon ok, lui il est en SRAM, il me faut ça. Lui il est en Shimano, il me faut ça. Lui il a un boîtier de pédalier type Rotor, il me faut ça. Ça me permet en fait au fur et à mesure de me faire une caisse et de pallier en fait à chaque petit besoin que je pourrais rencontrer sur le groupe. C'est pour ça que c'est important aussi en début de saison. J'assiste souvent sur le stage de pré-saison pour commencer à voir un peu tous les nouveaux vélos, parce que souvent c'est une période où pendant l'hiver ils changent de vélo, certains ils vont changer d'équipementier. Ça me permet de reconstituer en fait ma caisse pour l'année qui vient. Et justement, ça faisait partie des questions qui me taraudaient depuis tout à l'heure que je voulais te poser, mais est-ce que comme un médecin, comme un kiné, tu te trimbales avec ta trousse à outils, ton stéthoscope, etc. Quand c'est un déplacement, tu mets dans l'avion et puis ça t'attend comme les vélos des athlètes sur place, mais c'est toi qui fais ta checklist, qui donne ta liste d'achat à la Fédé et puis après ça te retrouve sur place. Enfin, comment ça marche? Alors au tout début, quand je me suis pointé à Milan pour la première compète avec le groupe Para, honnêtement j'étais à poil. J'avais une pompe et un jeu de clé Allen. Donc voilà. C'est pas mal. C'était très rudimentaire. Très vite après on a acheté une caisse avec un peu de matériel assez rudimentaire. Et en fait là avant les Jeux de Paris j'ai dit je vais me constituer ma propre caisse. C'est moi-même qui vais financer mes outils. Si jamais je les abîme ou je les casse pendant mes missions avec le paratriathlon, voilà, je me fais rembourser mes outils. Mais sinon c'est mes propres outils et c'est moi qui me déplace avec mes propres outils. Comme ça je sais exactement ce que j'ai et cette caisse je la garde avec moi.
C'est avant je laissais la caisse qu'on avait, c'était un peu la caisse du peuple. Et le problème, c'est que il y en a certains, ils se servent, ils remettent pas les outils au bon endroit, on les perd, etc., etc. Là, au moins, je sais ce que j'ai, je sais avec quoi je pars. Après chaque déplacement, je refais un réassort si jamais il y a besoin. Par exemple, là, à Paris, on a énormément utilisé de produits préventifs parce que la plupart des athlètes sont passés sur des pneus en tubeless. Donc du préventif, du fond de jante pour passer les roues en tubeless, ça j'en ai beaucoup passé. Et en fait voilà, ça me permet de me faire mon petit réassort, de constituer ma caisse avec vraiment ce que j'ai besoin et ce que j'ai pas besoin. Et le gros limitant, c'est quand on part à l'international, quand on prend l'avion, j'ai une limite de bagages à pas dépasser, hein, et forcément, avec une caisse méca, des outils, ça pèse un petit peu lourd. Donc, il faut que je la joue un peu malin pour à chaque fois à l'aéroport passer cette limite de 25 kilos. Pour pouvoir voilà avoir ce dont j'ai besoin pour la course. Et après, voilà, la plupart du temps, on part aussi dans des pays civilisés, c'est-à-dire que forcément, là, on est à Torremolinos. Je suis sûr, à côté, j'ai le magasin de la ville locale qui pourrait me dépanner. Voilà, si jamais je me trouve un peu dans l'embarras avec un vélo, avec un outil que j'aurais pas forcément pris. Ou une pièce, voilà, je pars avec tous les outils, mais par contre les pièces de rechange, j'en ai pas forcément. Alors pour Paris, comme c'était en France, on a fait le déplacement en minibus, on n'a pas lésiné sur les moyens, j'ai vraiment pris la totale avec pas mal de pièces de rechange, plaquettes, boîtier de pédalier, chaînes, etc. Quand on prend l'avion, quand on part à l'international, c'est vrai que je suis obligé de me restreindre en fait sur le poids. Et si voilà, s'il y a une chaîne à changer, je vais l'acheter dans le magasin d'à côté, quoi. Un truc, tiens, pour le poids, ça pourra servir aussi à nos auditeurs. Alors, c'est un petit peu de la roublardise, mais mes enfants habitant à l'étranger, de temps en temps, on se fait ça quand on s'envoie des fringues, des cadeaux, des trucs. T'ouvres un compte sur Vinted, t'ouvres 2 comptes sur Vinted, et puis en fait, tu t'achètes toi-même, tu t'envoies toi-même du matos à l'étranger. Donc là où tu seras, je sais pas, à l'hôtel où tu seras en Chine, tu t'envoies, tu t'achètes un colis qui fait 25 kilos, et souvent l'expédition coûte beaucoup moins cher que déjà de mettre en bagage ou autre, et puis t'as la sécurité du transporteur, tu as l'assurance du transporteur qui prend en charge, quoi. Donc ça peut être sympa comme tuyau. Ça peut être sympa parce que là on a pris, il y a Marie-Céline qui est la logisticienne de chaque déplacement qui m'a fait un supplément bagage de 20 kilos. C'était 120 € le bagage, donc ouais, c'est vrai que c'est pas donné, quoi. Ils se font plaisir, les compagnies aériennes. C'est ça, tu prends un Vinted. En plus, si tu mets un supplément bagage dans l'avion, t'es pas sûr que ton bagage il arrive en même temps que toi, quoi. Donc autant prendre 2 semaines d'avance, tu l'envoies avec Vinted, et puis ou autre, hein, je suis pas sponsorisé par Vinted, et puis ça t'attend quand t'arrives sur place. Écoute, l'année prochaine, les championnats du monde, c'est à Wollongong, au sud de Sydney. J'y penserai si jamais j'ai l'occasion, je m'ouvrirai un petit compte Vinted. C'est ça. Bon, juste pour revenir vraiment sur la genèse, le début de tout ça, toi, t'as pas une formation de mécanicien à la base. C'est juste une opportunité qui t'a été donnée. T'as été filé un coup de main en tant que mécano pour le Rock d'Azur. Donc, tu disais, t'étais plutôt route. Rock d'Azur, c'est une course de VTT. Donc voilà, déjà, tu sortais 2 fois de ta zone de confort, et puis le travail a payé, et c'est comme ça que t'as réussi à intégrer l'équipe de France. Alors ouais, il faut savoir qu'en fait, il n'y a pas vraiment de formation en mécanique cycle. C'est des métiers qui sont un peu à la mode depuis la fin du Covid là. Il y a énormément de formations justement pour devenir mécanicien cycle, mais c'est de la mécanique rudimentaire, on va dire. Après, j'ai eu la chance de travailler avec Patrick Béraud. Ce magasin-là, c'est vraiment le gros magasin de la Côte d'Azur. Et on avait vraiment un débit de vélos qui est phénoménal. Je réparais entre 10 et 20 vélos par jour. Donc je te laisse imaginer sur 5 ans. Voilà, je te laisse imaginer sur 5 ans le nombre de vélos que j'ai pu réparer. Et des vélos en tout genre. C'est-à-dire que ça part du vélo de ville de la mamie qui va chercher son pain, au VTT du mec qui fait le Rock d'Azur, au triathlète qui est là en vacances avec un matériel dernier cri aéro. Voilà, on voit vraiment de tout. Donc ça m'a permis aussi de me constituer une expérience vraiment accélérée sur cette partie-là.
Et puis après, je pense que la mécanique, c'est pas très très compliqué. Il faut juste être intéressé par ce qu'on fait, comprendre un petit peu le processus. Et puis voilà, il faut pas faire des grandes études. Il faut juste être un peu passionné par cet aspect-là. S'intéresser. En plus aujourd'hui avec les supports numériques, on trouve vraiment vraiment de tout, quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde peut devenir un peu mécanicien, et le fait voilà de faire beaucoup de mécanique tous les jours à vraiment développer le truc, quoi. Je produisais un autre podcast à un moment qui s'appelle Vélotaf. Maintenant, c'est un collègue qui l'a repris. Et on a lancé ça post-Covid. Et c'est vrai que l'un des sujets qui ressortait souvent, c'était la pénurie des pièces de rechange, notamment parce que les constructeurs n'avaient plus... Enfin, ils avaient fermé les usines, ils n'avaient plus les moyens. D'autres sujets sur lesquels on ne reviendra pas forcément. Est-ce que toi, en étant mécano de l'équipe de France de paratriathlon, tu étais confronté à ça? Est-ce que tu étais obligé de bricoler, de bidouiller, d'ajuster du SRAM sur du Shimano et inversement? Non, pas souvenir. Alors, pour les Jeux de Tokyo, on avait fait un pré-camp au pied du mont Fuji, à Fujikawa Guchiko, et on avait eu un souci avec un dérailleur arrière Shimano. Alors pourtant, tu vois, on était dans le pays au Japon, le pays voilà, au Japon. Et ce monsieur, il m'avait démonté un dérailleur d'un vélo qu'il avait exposé, et il me disait que voilà, pour l'équipe de France, il faisait ce geste-là, mais par contre, il allait avoir un réapprovisionnement des mois et des mois après, quoi. Du coup, tu lui as rendu après à la fin de la compète ou pas? Non, on lui a acheté le dérailleur, mais ça veut dire que lui, pendant je pense quelques mois, il a eu ce vélo qu'il a pas pu vendre parce qu'il lui manquait le dérailleur arrière, et du coup voilà. Après voilà, on a eu la chance que ça soit au Japon, que dans la culture japonaise, ils se font vraiment un devoir et un plaisir de se plier en quatre pour rendre service, voilà, pour que on soit vraiment content de la prestation japonaise, quoi. C'est vraiment c'est 5 étoiles. Service client. Les Américains sont pas mal aussi pour ça, mais souvent avec l'objectif pécunier derrière. Le Japon, c'est vrai que ça fait vraiment partie de la culture. Oui. Donc là, tu es au championnat du monde de paratriathlon. Next step, est-ce que tu connais déjà tes prochains déplacements? La question derrière ça aussi, c'est est-ce que ce métier de mécanicien de la Fédération française de triathlon pour l'équipe para, c'est un métier pérenne? Est-ce que tu dois faire ça encore dans 10 ans, 15 ans, 20 ans? S'il y a la place? En fait, après chaque Olympiade, il y a quand même une remise à plat, remise en question. On tire le bilan sur l'Olympiade passée. Donc là, on n'a pas encore fini l'année olympique. On est encore en train de tirer les bilans de cette Olympiade. À savoir que le DTN Benjamin Maz va quitter ses fonctions l'année prochaine. Donc il va y avoir tout un jeu de chaises musicales au sein des cadres de la Fédé. Donc je sais toujours pas qui sera le responsable des équipes de France de paratriathlon, mais à titre personnel, moi je me vois bien continuer encore sur la prochaine Olympiade, aller jusqu'à Los Angeles, et pourquoi pas jusqu'à 2032 à Brisbane. Écoute, ça fait un bel objectif, hein. Encore 8 ans, c'est pas mal. Tu seras encore jeune, hein, tu seras encore loin de la retraite, mais du coup, comme tout sportif, voire sportif de haut niveau, tu devras penser à la reconversion. Oui, après, moi je te dis, cette action que je fais au sein de la Fédé, c'est un plus dans mon travail de tous les jours. Mon vrai travail, c'est au sein de mon club Draghi en triathlon, de la formation des jeunes. Là, on est passé école de triathlon première étoile cette année. J'ai 48 enfants cette année à la rentrée. Donc, je sais pas si c'est l'effet un peu post-JO. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de jeunes, ça fait plaisir, c'est très motivant.
Donc c'est vrai que moi derrière c'est vraiment ça mon premier travail. Voilà la partie fédé au sein de la fédé avec le paratriathlon, on va dire c'est un plus. Moi, puis pour revenir sur ce que tu fais aussi pendant les compétitions, j'ai vu passer sur ton compte Insta que tu étais aussi là pour aider les paratriathlètes à enlever les combis. Donc tu fais pas que de la mécanique sur les vélos ou sur le matos. Oui, je t'avais dit, je suis un peu le couteau suisse parce que je fais un peu tout. Donc une fois que la course est lancée, moi mon rôle c'est également d'aider dans les transitions pour les wheelchairs. Donc là j'étais beaucoup avec Francis Mona. L'aider dans ses transitions, dans ses transferts entre la partie natation vélo, comme c'est des personnes qui sont en fauteuil de vie, il faut les aider donc dans les transitions, donc à enlever la combinaison, à les emmener souvent s'il y a des grosses rampes, et ben on va les pousser comme à Paris, on les pousse dans la rampe pour les aider. Et les aider après à soit s'installer sur le handbike, quand ils reviennent du vélo, les aider à s'installer dans le fauteuil d'athlète. Tout ça en fait c'est un rôle qui est aussi différent. Par le passé j'ai fait des Jeux de Tokyo, j'étais un handler de Ahmed Andalousi qui est wheelchair H1. Donc c'est le plus haut niveau d'handicap sur la catégorie wheelchair. Donc c'est vrai que là il y avait beaucoup plus de maintenance et il fallait vraiment que je l'aide je le porte pour faire les transferts. Avec Mona c'est beaucoup plus fluide puisque Mona est catégorie H3. Donc en fait c'est très simple sur ces transitions, limite je lui allume le Garmin et je lui tends les lunettes de soleil quoi. Après Tokyo, Ahmed il a souhaité un peu arrêter, faire autre chose. Je crois qu'il me semble qu'il a fait Hawaï, championnat du monde à Hawaï. Donc voilà, il a mis un peu de côté le haut niveau, on va dire, en paratriathlon. Et là, il a souhaité quand même, les 2 dernières années avant Paris, il a essayé de se requalifier pour Paris. Mais le problème, c'est que quand vous arrêtez, vous descendez au ranking mondial. Et après, c'est compliqué de remonter. En fait, il y a un processus sur la qualification pour une Olympiade. Il faut rentrer dans les 8 à 10, top 8, top 10 mondial au ranking. Et donc c'est compliqué en fait quand vous sortez de ce top 8, ce top 10 d'accéder à des compétitions pour pouvoir scorer, pour pouvoir remonter au ranking. C'est très compliqué en fait le paratriathlon pour accéder sur des accès de start list, c'est pas évident. Dans le triathlon valide aussi, c'est pas forcément évident. Faut montrer patte blanche et faut être bon sur la longévité et pas trop avoir de problèmes de blessures ou rester sur le côté pendant quelques temps quoi. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, donc oui, tous les standings avec des prothèses, il y a le souci voilà de se blesser, de trop courir, de se blesser sur le moignon. Et aussi le sport para, on est sur un sport où la hiérarchie mondiale elle change quand même, elle peut changer du jour au lendemain, puisque on est sur des hiérarchies qui est pas forcément établies. Demain il y a un très bon athlète élite qui se fait renverser en voiture. Le temps de se reconstruire un peu, et dans 2-3 ans il peut être présent en paratriathlon. Ça peut être voilà des hiérarchies qui changent un peu du jour au jour. Je pense un peu à la petite Lauren Parker qui a été championne olympique là à Paris en wheelchair. C'est une athlète qui courait en D1 il y a quelques années de ça, une Australienne. Elle s'est fait renverser lors d'un entraînement vélo, et aujourd'hui elle est en fauteuil roulant. Donc aujourd'hui voilà, elle fait du paratriathlon et elle a été championne olympique cet été. C'est une belle histoire. Malheureusement, ça découle d'une triste histoire, mais finalement derrière l'histoire elle est belle parce que voilà,
elle va prendre une médaille, elle va prendre une médaille au jeu. C'est sympa. C'était émouvant le fait parce que du coup, comme j'étais aussi le handler de Mona, j'ai pu également échanger avec le handler de la petite Lauren Parker. Et c'est vrai qu'il y avait énormément d'émotions à l'arrivée. Ouais, j'imagine. Bah, Alexis Auquincan, c'est un peu le même cas aussi. Il était déjà triathlète avant d'avoir son accident. Colin Grabinski, qui elle était pas triathlète, mais elle était déjà en haut niveau en équitation. Enfin, c'est pareil, c'est des histoires de vie. Tout ça, ça doit être super émouvant quand t'es à l'intérieur, et puis surtout quand ça gagne. Peut-être même quand ça gagne pas justement, parce que c'est que ce soit en valide ou en para, c'est des années et des années d'obstination, de préparation, de résilience, de douleur. Ça doit pas être facile quand même. Ben, c'est vrai que c'est pas évident. Beaucoup de gens me demandent pourquoi j'ai pas je suis pas passé sur l'Olympique, tu vois, en termes de mécanique. Mais c'est vrai que je suis tellement bien avec ce groupe para. Chacun a sa propre histoire, une histoire de vie. Et c'est vrai quand on part comme ça en déplacement une semaine au bout du monde, ben, on a quand même énormément de temps de vie en commun. Et en fait, c'est sympa d'échanger avec eux. Ils ont vraiment beaucoup de sujets de discussion puisqu'ils ont eu une vie avant d'avoir le triathlon. Donc on peut vraiment échanger sur plein de sujets différents. Chose que chez les Olympiques, c'est un peu différent. Ils sont dans la culture triathlon depuis qu'ils sont tout petits. Et c'est vrai que ben ils sont vachement axés sur le triathlon, sur eux-mêmes. C'est différent. Voilà, c'est deux groupes complètement différents. C'est sympa aussi d'échanger avec les Olympiques. Hein. Je m'entends très bien avec Léo, avec qui j'ai pu pas mal de fois échanger lorsqu'il venait au magasin faire entretenir ses vélos. Mais voilà, c'est différent. Mais je suis très bien avec mon groupe de paratriathlètes. Bon, écoute, on te le laisse encore de nombreuses années, j'espère. Hein, tu nous as dit jusqu'à Brisbane en 2032. J'espère que je serai à côté de toi, un de ces quatre, qu'on aura l'occasion de se croiser, parce que ça fait partie des objectifs aussi. Alors pas d'y participer, mais d'aller soutenir les copains et les copines. Jérémy, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Je pense qu'on a fait un bon tour. J'ai malgré tout une dernière question. À ton avis, comment est-ce qu'on fait pour devenir triathlète et pas uniquement mécano ou paratriathlète? C'est compliqué à répondre. C'est devenir triathlète aujourd'hui. Je vois il y a beaucoup de gens se mettent au triathlon à l'âge adulte, on va dire. Ils veulent un peu relever le défi. C'est un peu un sport un peu à la mode parce que ben c'est un sport qui est exigeant. Qui est un peu le syndrome de la machine à café, hein. Le lundi matin, t'as fait le triathlon de Tartampion, de la ville d'à côté. Ça en jette pas mal avec la médaille de finisher, le t-shirt de finisher qui va avec, le petit tatouage Ironman sur le mollet qui va bien. On est sur une population de triathlètes qui a énormément changé par rapport à ce que moi j'ai connu avant. Et pourtant, tu vois, je suis jeune, hein, mais c'est vrai que quand je dis aux gamins que ben moi quand j'ai commencé le triathlon, il n'y avait pas de trifonction. On le faisait en maillot de bain avec un espèce de cinglé immonde qu'on roulait dans le maillot de bain, dans le maillot de bain pour pouvoir nager le plus vite possible. D'ailleurs, je tenais à te dire, donc moi j'ai commencé le triathlon avec Fred Rougeol à Valence et mes partenaires d'entraînement c'était Fred et Sylvain Dorez qui ont les patrons de la marque Zerod aujourd'hui. Et c'est pour ça, c'est rigolo parce que c'est avec eux, tu sais, qu'on faisait justement cette espèce de micmac de rouler le cinglé dans le maillot de bain comme on voyait en fait des athlètes élites de l'époque, hein, donc les mecs du Racing avec. Je crois que le seul qui a essayé de traîner ça le plus longtemps possible, c'était Farissa Sultan, hein, jusque dans c'est ça, allez, ouais. 2000, peut-être jusque 2010. Hein, j'ai plus les années en tête, mais c'est vrai que j'ai commencé en 96. C'est pareil, c'était un autre monde, quoi. Le triathlon, c'était vraiment un sport à part. C'était très confidentiel, très familial, etc. Et moi, je garde en mémoire ces moments où effectivement, c'est autre chose que la trifonction, mais tu cours avec le cinglé roulé dans le maillot de bain, tu sors de l'eau entre le néo, le cinglé qu'il faut essayer de mettre comme tu peux, t'es trempé, t'arrives pas à te l'enfiler. Enfin, c'est des bons souvenirs, quoi.
Et tu sais, après donc moi j'ai commencé en 99 au jeu de 2000, ça a été un peu le début des combinaisons de natation. Et en fait, c'est pour ça que je te dis, comme j'étais avec Fred et Sylvain Dorez, qui aujourd'hui équipent la plupart des triathlètes des équipes nationales avec leur trifonction. Tu vois, juste après les Jeux de Sydney, on a commencé à acheter des combinaisons de natation pour justement en fait nager, on va dire plus efficacement avec cette combine de natation, et on mettait le cinglé par dessous. Et en fait, tu vois, tu te dis 30 ans après, les mecs ils ont développé des trifonctions qui équipent quasiment tous les triathlètes, les meilleurs triathlètes mondiaux, quoi. C'est une petite histoire, un petit clin d'œil qui est assez sympa à chaque fois. J'ai pu recroiser Fred l'année dernière c'était il y a 2 ans à Abu Dhabi, lors de la finale que Léo gagne. Et c'est vrai que c'est sympa de se remémorer des moments comme ça, de se dire, t'imagines le parcours qu'on a fait tous les deux, c'était sympa. D'ailleurs, moi, pour la petite anecdote, si vous cherchez bien sur mon compte Facebook, vous retrouverez une photo où j'avais 18 ans, c'était le triathlon de Val-de-Reuil, et j'étais justement en maillot de bain et en cinglé, mais on venait de se taper une averse de grêle sur la tronche, donc maillot de bain, cinglé, quand il fait 3 degrés, que t'as les pieds gelés, que t'arrives pas à poser les pieds par terre, c'est pas mal. Et d'ailleurs, tu parlais de ma photo Instagram de tout à l'heure, c'est un peu un clin d'œil. J'ai les enfants du club là, ils m'ont d'ailleurs demandé l'autre jour qu'est-ce que c'était cette photo, c'était un ovni, tu vois, pour eux. Et je leur disais voilà, c'est le triathlon, mais c'est les pionniers du triathlon, quoi, avec une route 700 à l'arrière et une route 650 à l'avant pour être plus aéro, le maillot de bain qui va bien, le cinglé qui est en fait c'est un espèce de débardeur de course à pied qui tient pas du tout. Enfin, ça fait du bien en fait de se remémorer cet amateurisme, on va dire, du triathlon. Aujourd'hui, tu vois, je te disais comment devenir un triathlète. Aujourd'hui, le mec, il arrive, il veut faire de suite, et ils veulent griller les étapes, les mecs. Je les vois en coaching. Les mecs, ils veulent de suite faire des 70.3, des Ironman, et en plus c'est du one shot, c'est-à-dire que tu vas les entraîner 6 mois dans l'année, et ils vont faire leur triathlon, ils sont contents, et puis après ils passent à autre chose. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai eu du mal à accepter au début, parce que c'est vrai que tu vois, avant de faire un full, je me suis toujours dit faut pas griller les étapes. Avant de faire un full, il faut faire un 70.3. Avant de faire un 70.3, il faut faire du M. Avant de faire des M, il faut faire du S. Avant de faire un S, il faut faire un XS. Tu vois, c'est une progression d'année en année, et c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à accepter quand j'ai pris des mecs en coaching. Tu vois, c'est pour ça devenir triathlète, on est sur des gens qui sont le public a énormément changé, et c'est vrai que moi, au sein du club, je leur dis de vraiment prendre les choses lentement, d'y aller petit à petit, de faire d'abord des petites distances, se familiariser avec cette distance-là, et puis d'année en année monter. C'est sûr que la plupart maintenant des triathlètes, on est plutôt sur une population de coureurs, un peu rouleurs. Mais c'est vrai que le niveau en natation, il est vraiment médiocre. La moyenne chez les GA en natation, c'est vraiment pas ouf. Donc c'est pour ça que ils ont beaucoup plus tendance à partir sur du 70.3, voire du full, parce que en fait la partie natation, elle importe peu sur des formats de course comme ça. On est sur 10% du temps total de l'épreuve, c'est dans l'eau, donc c'est infime. C'est-à-dire que tu peux te permettre de prendre 10-15 minutes dans la vue en natation, sur 180 bornes, c'est rien, c'est ça. Donc c'est sûr que ça fait plaisir, ça leur fait plus plaisir que de se prendre un tir sur un format S où la partie natation, elle est prédominante. Si vous prenez trop de retard après la natation, la course elle est finie, quoi. Enfin, vous allez
ne pas exister au niveau des classements, quoi. Ouais, c'est vrai que ça fait du bien de se rappeler tous ces bons vieux moments, ce qui a fondé, fédéré le triathlon en France. C'est vrai qu'on a la chance aussi, je le disais un petit peu sur le ton de la rigolade tout à l'heure, tout en étant quand même un minimum sérieux, mais en France, on a des bons athlètes, on performe bien au niveau mondial, mais on a aussi une fédé qui est assez active et qui a permis de bien développer le triathlon. Et pas que le triathlon, hein, le duathlon aussi, le swimrun. On est quand même le seul pays dont il y a une fédération nationale qui est délégataire de ce sport. Moi, j'aime bien le swimrun. Je trouve que c'est un peu le nouveau triathlon, en fait, tu vois. Même si c'est monté aussi très vite, très fort, notamment avec Otilo, qui a tout de suite été à l'image de l'Ironman d'Hawaï. Mais je trouve que ouais, on a une belle fédération et il y a plein de belles choses encore à faire et à écrire. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que c'est agréable de se sentir aussi soutenu par les élus de la Fédé, qui mettent vraiment beaucoup de moyens sur les Olympiques, mais également voilà sur le para, sur plein d'actions qui font que voilà, on est une action qui est à l'échelle internationale, on truste les premières places, et ça voilà, c'est du travail qui est vraiment depuis longtemps, et voilà, on paye un petit peu, on récolte un peu ce qu'on a semé les années d'avant, quoi. Ah bah, c'est comme le sport de haut niveau, hein. Enfin, c'est à l'image des sportifs de haut niveau. On a toujours l'impression qu'à 20-25 ans, il y en a certains qui arrêtent leur carrière, qui sont cramés, parce qu'ils ont fait 3-4 ans de sport à haut niveau. Non, en général, ils ont commencé 20 ans en arrière, hein. Et donc là, on est en train de récolter ce qui a été mis en place par la Fédé il y a une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années. Écoute Jérémy, merci beaucoup pour ce moment partagé ensemble. Pour terminer, où est-ce qu'on te soutient, où est-ce qu'on t'écrit, où est-ce qu'on va chercher des anecdotes de ces petits déplacements et puis de ces petits couacs mécaniques, ou tout simplement, voilà, où est-ce qu'on t'envoie un petit message pour te dire qu'on a bien apprécié l'épisode? Alors, plutôt sur Instagram, même si je suis vraiment pas souvent actif sur Insta, j'essaye vraiment de me forcer à faire un peu de contenu. Oui, sur Instagram, sur ma page Insta, ou trouvez-moi sur Facebook. Mais c'est vrai que j'ai vraiment du mal avec ces nouvelles technologies, mais c'est vrai que je me rends compte que tout se passe dessus. Donc j'essaye un peu de me mettre des coups de pied au cul, de mettre un peu de contenu là-dessus sur ces réseaux. J'ai essayé sur les Jeux de Paris vraiment de publier chaque jour un petit moment de vie. Mais c'est jamais évident quand t'es pas vraiment là-dedans, quoi. Donc oui, si vous voulez me contacter, ouais, sur Insta, bien sûr, j'essaierai de répondre, et j'essaierai de vous mettre un petit peu de photos là de Torremolinos. Ah bah carrément. Tu n'hésites pas à en garder quelques-unes que tu nous envoies aussi, et nous on les partagera pour toi si tu veux. Allez, ça marche. Super, merci beaucoup Jérémy. De toute façon, on mettra tout dans les notes de l'épisode aussi, le lien de ton compte Insta, comme ça on pourra venir te voir. Strava aussi peut-être, pour voir ce que tu fais, parce que t'es toujours triathlète maintenant. Ouais, alors non, beaucoup moins. Je fais beaucoup plus de vélo, que de triathlon. J'ai fait un peu de swimrun là après mon dernier full de montagne là à l'Iceman. J'ai fait un peu de swimrun. C'est sympa aussi de faire des choses un peu différentes là, comme tu disais, le swimrun, de partager, d'échanger avec un binôme. Tu vis la compétition d'une toute autre manière. Aujourd'hui, il y a plus beaucoup de choses qui me font rêver en matière de triathlon. Je me suis essayé un peu sur de l'ultra distance en cyclisme l'année dernière. J'ai bien apprécié. Mais puis voilà, ouais, un peu de vélo, et puis pas mal de temps aussi à consacrer à ma famille, donc un peu moins de temps pour ouais, surtout qu'il faut récupérer. Surtout qu'il faut récupérer après une année olympique, hein. Quand on faisait partie du staff, ça demande du temps, du déplacement, des sacrifices. C'est ça. Super, merci beaucoup Jérémy, bonne journée, va bien soutenir les copines et les copains qui sont au championnat du monde, et puis chères auditrices, chers auditeurs, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. C'était Devenir triathlète X Open Tri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon.
on ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentree.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentree.fr. Salut les sportifs!